Place à la critique. Aujourd'hui, deux films qui n'attendent pas trop de la fin du monde et qui peut-être n'attendent rien du monde tout court. Leurs réalisateurs respectifs, Radou Djoud et Luc Besson. En revanche, nous, on en attend beaucoup de nos deux critiques. Bonjour Lucille Como. Et bonjour. Critique et chroniqueuse dans les matins de France Culture. On vous retrouve tous les jours à 8h55 pour votre regard culturel. Face à vous, Adrien Denouette. Bonjour. Bonjour. Critique de cinéma et auteur. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture. Et on commence avec N'attendez pas trop de la fin du monde de Radou Djoud. Bună ziua! Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020, o mașină Dacia 1310 se apropia din față. Și fără să vadă bariera aceea, a intrat în ea. Și mașina lovind bariera, a sărit de la locul ei și m-a lovit în cap. Am intrat în comă, am stat în comă 1 an și o lună. Angela, assistante de production, parcourt la ville de Bucarest pour la prochaine publicité d'une multinationale sur la sécurité au travail. Levée à 5h30, mâchant chewing-gum sur chewing-gum au volant de sa voiture, elle rencontre un réalisateur connu, un entrepreneur très attaché aux religieux, une homonyme sortie d'un vieux film, des pauvres et un vieil hongrois. Elle tourne des vidéos TikTok, baise, mange, soutient, écoute, s'endort, crache, jusqu'à trouver la perle rare pour sa pub, Ovidiu. Il sera le héros de la deuxième partie de ce film long de 2h45. Prix spécial du jury au festival de Locarno, épuisant les formes et les récits, comme ces personnages harassés, broyés même par le travail et ses méthodes libérales. Vous n'avez pas été déçu par ce nouveau film du roumain Radou Djoud, Lucille Como? Non, pas du tout déçu. J'ai reconnu une manière qu'il avait déjà mise en place dans son précédent film, qui était aussi un film plein de choses, extrêmement monté et en même temps assez foutraque, qui mettait en scène une prof de lycée à qui on volait en fait une vidéo sexuelle privée et qui on assistait à la fin à son procès, qui était aussi une espèce de farce. C'est un film satirique, vraiment très assumé, profondément assumé comme une satire, qui montre la violence du système ultralibéral comme une violence de classe, avec quelque chose de très assumé aussi d'un didactisme politique ancien. Donc il y a ce montage que vous avez décrit, Géraldine, entre le film qu'on voit et un ancien film qui montre la Roumanie de Ceausescu, en fait comme une espèce d'équivalent dans la violence que le système néocapitaliste crée et à quel point il fatigue ces personnages et ces personnes. C'est un film sur le travail. Moi je trouve que c'est très intéressant de voir ce genre de film aujourd'hui, après avoir vu tout un tas de films qui mettent en scène les puissants ou la violence de classe comme une espèce de farce. Je pense aux films d'Osloon, qui sont des films, je trouve, très cyniques et qui finissent par ne rien montrer du réel. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'acharne à montrer le contemporain de manière assez convaincante. Mieux aussi que les vieilles recettes d'un Ken Loach, dont on verra le film, l'énième film, dans quelques semaines, qui lui continue avec sa vieille recette formelle et qui en fait dévitalise son discours anticapitaliste parce que précisément il utilise des vieilles recettes formelles. Là, on a une vraie forme, très assumée, très didactique. Ça fait un peu du bien. Adrien Denouette. Je rejoins complètement Lucille sur la force du film, qui est aussi la force du cinéma de Radou Djoud, qui a toujours été cette espèce d'acuité sociale qu'il arrivait à inviter dans des dispositifs assez ludiques, formellement très postmodernes, très joueurs, qui ne sont pas forcément, disons, la spécialité du cinéma roumain de festival qu'on a l'habitude de voir. Radou Djoud apporte vraiment cette espèce de fraîcheur depuis, je dirais, grosso modo 3 films depuis qu'en fait on l'a identifié dans la critique, c'est-à-dire depuis peu importe si l'histoire nous prend pour des barbares, c'est toujours des films, des titres un peu à rallonge. Oui. Bad Luck Banging Looney, son précédent film qui avait quand même obtenu l'Ours d'Or. Harmony Porn. Voilà, ouais. Ou alors Harmony Porn, qui avait obtenu l'Ours d'Or. Et voilà, c'est quand même, Radou Djoud, faut quand même le situer, je pense, pour les auditeurs. Je pense pas que ce soit un grand auteur très connu. Non, c'est pas très connu. Et puis, c'est un petit peu déconcertant quand on regarde, comme c'était mon cas pour la première fois, un film de Radou Djoud. Il y a quand même quelque chose de, voilà, moi, je fais le synopsis, je vous le lis. J'ai regardé le film sans avoir lu aucune ligne sur le film. J'étais un petit peu, je me disais, où est-ce qu'il m'amène là? Pourquoi je suis Angela à la rencontre de personnes handicapées? Voilà, il y a un truc un peu déconcertant sur la forme et sur le fond. Alors là, pour le coup, c'est vraiment à mettre au crédit du film, à porter au crédit de ce film-là. Je le trouve moins déconcertant que ces deux derniers, qui étaient vraiment encore plus joueurs et encore plus accessible. Ouais, presque plus abscons. Il est plus accessible parce que la trame du film, vous l'avez dit, c'est de suivre en fait un personnage
et de mettre en parallèle, en écho, même presque à distance, un autre film qui est souvent cité, ce qui peut être un peu déconcertant, et tout un tas de scénettes qui vont être semées sur son parcours. Mais la trame du film, c'est-à-dire vraiment on peut le suivre, c'est un film qu'on peut aller voir, il dure certes 2h40, mais on va parfaitement comprendre, il n'y a pas de problème. On va être déconcerté, mais beaucoup moins que les précédents, par notamment cette espèce de procès très farcesque du film précédent qui avait obtenu l'Ours d'Or, où là vraiment on pouvait être un peu mis à la porte. Je trouve que celui-ci est plus accessible. Vraiment, là je parle vraiment. C'est pas difficile à comprendre, ça c'est clair. C'est pas difficile à comprendre, c'est les formes, c'est la multiplication des formes. C'est là que j'aurais presque, c'est là que je vais être un petit peu moins dans l'audatif. Je trouve que c'est déjà un reproche que je faisais au cinéma de Radoujou d'avant, parce que j'ai vu ces deux précédents. Je trouve que cette espèce de clarté satirique, vraiment cette grande acuité satirique que j'aime bien, et je suis d'accord avec la comparaison avec Ruben Östlund, mais je vais m'arrêter là, parce que Ruben Östlund fait de la pure satire. C'est-à-dire qu'il est vraiment, certes, dans un cinéma de festival qui montre un peu les marqueurs du grand auteur européen, mais là, Radoujou en fait un peu des tonnes là-dessus. C'est-à-dire que le film se sent constamment obligé, au-delà même du gag, au-delà de l'effet qu'il cherche à produire, à commenter son effet. C'est-à-dire qu'il va mettre tout un tas de références et d'éruditions dans la bouche de ces personnages qui vont paraître, à mes yeux, un peu artificiels. Il le faisait déjà avant, et là, je trouve que le film est encore alourdi par ses poses d'auteur. Vous citez tous les deux Ruben Östlund, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur lui pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, la comparaison entre ces deux réalisateurs? Parce que c'est pas forcément évident. Lucille. C'est un autre réalisateur de festival, mais disons que ce sont pas les mêmes festivals. C'est pas Locarno ou c'est pas Berlin, c'est Cannes. C'est quelqu'un qui a eu la Palme d'Or 2 fois, si je ne m'abuse, dont une des dernières, l'avant-dernière donc, pour Triangle of Sadness. Et c'est quelqu'un qui, outre donc sans disons la violence de français. classe, voilà, qui outre la violence de classe jusqu'au carnavalesque le plus fourni, le plus vulgaire. Donc c'est extrêmement vulgaire comme cinéma, c'est très didactique aussi. La différence, c'est que ça, l'espèce de vautrage un peu dans la vulgarité, ça fait un peu comment dire. Ça autodétruit le propos. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de convergence, enfin là, pour le coup, d'intérêt entre le gros film cannois et les puissants qu'il est censé dénoncer, qui ne fonctionne en fait pas. Et le film finit toujours par se retourner un petit peu contre alors que pour le coup, le Radoujou, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout. Enfin, ça nous conforte pas. Ça nous conforte en rien du tout. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de repère. C'est là où je dis aussi qu'on est déconcerté. C'est même sur ces. On parle beaucoup de collage, de montage. Il y a aussi les vidéos TikTok que fait quand même cette interprète géniale, donc Angela, qui fait aussi des vidéos TikTok avec un personnage ultra vulgaire, ultra caricatural qui s'appelle Bobita. Et effectivement, il y a une accumulation comme ça qui nous montre plus que les conditions de travail, peut-être une sorte de falsification des images de ce travail. Lucille. Oui, parce que je réfléchis à ce que disait Adrien. C'est vrai qu'il y a plus de... Disons que la forme est beaucoup plus repérable que dans ses précédents films, donc ça augure peut-être d'une espèce de normalisation de son cinéma, ce qui serait dommage. Mais en l'occurrence, il y a aussi, en effet, une espèce d'accumulation des mises en abîme, c'est-à-dire que des écrans dans les écrans, il y en a beaucoup. Il y a le film dont on a parlé. Il y a, en effet, Angela qui elle-même, en fait, filme, puisqu'elle va filmer chez eux des gens qui sont pressentis pour tourner dans la publicité de l'entreprise en question. Et puis, il y a ces vidéos TikTok qui sont également des films dans le film. Et là, il y a une espèce de ficelle assez simple de ce que vous décrivez, c'est-à-dire un discours sur un discours sur un discours qui crée de la satire et qui crée de la mise à distance politique. Moi, ça me dérange pas, en fait, ce didactisme et même ces lourdeurs dans les procédés. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est assumé, parce que c'est à la fois très monté et, encore une fois, un peu le bazar. Le côté narratif qu'on suit, c'est vrai qu'il est beaucoup plus présent par rapport à son film précédent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un début et une fin avec une cohérence qui est juste trouver ce gars qui va faire la pub. Moi, je trouve ça pas inintéressant que ça se moule un petit peu. Alors vous froncez les sourcils. Ouais, c'est quand même une lourdeur qui me dérange beaucoup plus que chez Ruben Östlund. Alors d'abord, je reprécise pourquoi on comparait avec Ruben Östlund. C'était pour la satire, c'est-à-dire que ce sont deux grands satiristes européens récompensés par des festivals. Vraiment, on peut les comparer de ce point de vue-là. Et il y a effectivement une lourdeur chez Ruben Östlund qui n'est pas du tout la même. Elle vire sur l'obscénité, tout ça. Ce qui me dérange chez Radoujou et aussi dans ce film-là, c'est que cette lourdeur, moi, je la compare à des académismes de l'auteurisme européen. Et donc cette lourdeur, elle se fait un peu contre le public. Je ne vois pas. Pour moi, c'est une lourdeur presque d'érudition. On prend trop le spectateur par la main dans la. Non, justement, on le prend un peu de haut. Là où chez la lourdeur satirique de Ruben Östlund est inhérente à la satire. Mais vous parlez par exemple des références, c'est-à-dire le Proust qui est sur la table de chevet. Oui, même jusque dans le générique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tous les personnages. Le générique qui est émaillé en fait de citations. Prenons un exemple très concret que vous avez cité tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vu le film, donc soyons très concrets. Le personnage principal, qui est une jeune femme blonde, disons à la trentaine, a un alter ego sur TikTok qui est un personnage viriliste, une espèce d'incel, pas une incel, mais voilà, très chauve, barbu, très violent, Bobita, voilà, qui profane des insanités. Et elle le fait à longueur de temps dans sa journée. Voilà, ça marche, ça fait, elle le dit, 60 000 likes sur Insta, ça marche.
ça marche très bien, on comprend très bien pourquoi elle le fait, on en saisit la dimension caricaturale qui s'inscrit parfaitement dans la démarche du film. Pourquoi, à la fin, s'obliger à citer Charlie Hebdo à l'occasion d'une conversation pour dire « c'est la démarche de mon film ». Et je le prends comme un exemple un peu symptomatique de tout ce qu'il fait. Et je vais même aller plus loin. Il y a une vraie lourdeur structurelle dans le film, parce qu'il est séparé en deux parties, vous l'aviez dit. C'est-à-dire la recherche d'un personnage qui serait une victime. Donc ça, c'est pendant 2 heures de pendant film. 2 heures. Et les 45 dernières minutes sont donc la fabrication, le film, cette publicité avec Ovidiu. En plan fixe. En plan fixe, assez incroyable quand même. Oui. Mais qui est très bien. Et en fait, c'est ce que je préfère du film. Et à un moment, je me dis, mais comment se fait-il que... Alors, je vais être un peu méchant, mais bon, voilà. Comment se fait-il que le film se répète à ce point? C'est-à-dire qu'en fait, ce plan fixe sur le tournage répète un peu de manière redondante tout ce qui a été dit sur les 2 heures précédentes. Et je trouve cette dernière partie vraiment plus intéressante que tout le road trip. Mais l'intérêt des 2 heures, c'est peut-être aussi justement de faire ressentir aux spectateurs l'épuisement d'Angela. C'est-à-dire que moi-même, à un moment donné, j'avais envie de m'endormir comme elle face au film. Sinon, en effet, c'est que de la farce. C'est-à-dire que cette dernière partie, comme d'ailleurs la dernière partie de son précédent film, qui était vraiment une farce un peu onirique, c'est du pur carnaval. Et là, on est dans la pure satire, parce que les puissants sont présents, puisqu'ils sont là pour filmer les pauvres. Alors que, je sais plus ce que je voulais dire, oui, c'est ce que vous disiez Géraldine, ces 2 heures-là, elles sont là pour mettre en condition, dans l'effet de répétition et dans l'effet de lourdeur, le corps à subir cette farce-là. C'est exactement la différence avec Osloon. C'est qu'Osloon, on l'a direct, la farce, bon bah voilà, c'est ça. On voit les puissants, ils regardent les pauvres, il y a du vomi, c'est rigolo. Attention de pas résumer Osloon à son dernier film. L'avant-dernier. Attention sur Osloon. En fait, on va faire un débat sur Osloon. Non mais sur la satire, c'est très intéressant, c'est quand même, on déplace le débat sur la satire en Europe dans le cinéma d'auteur. C'est vraiment le sujet. Le film, oui, clairement, totalement. Et l'avant-dernier film de Osloon, celui qui avait eu la première Palme d'Or sur le milieu de l'art contemporain, était vraiment plus fin et moins lourd que le dernier dont je ne suis pas fan. En tout cas, je rejoins quand même Adrien Desnouettes sur une chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'auteurisme. C'est-à-dire que là, on a cité Charlie Hebdo, mais on pourrait aussi citer Goethe, par exemple. Oui, mais c'est comme toute la matière. C'est-à-dire que tout est pris au second degré et que tout est noyé. C'est la culture occidentale. Le second degré est perceptible quand on a déjà le premier degré. Or là, on a l'actrice, un personnage qui s'appelle Doris Goethe, qui est donc la chef marketing, qui est l'arrière petite fille de Goethe. Et d'ailleurs, lui-même, Radu Jude, cite Goethe dans les articles qu'il a pu faire en disant, voilà, j'ai suivi le conseil de Goethe, il faut commencer et finir par l'art de la description, apprendre à montrer toutes choses et les plus humbles comme jamais encore vu. Là, effectivement, il y a une sorte de connivence avec un spectateur qui serait d'emblée... sachant, érudit en tout cas. Je suis pas sûre. Moi, je pense que Goethe, c'est comme Bobito, c'est-à-dire dans le film. Il y a une espèce de nivellement, Bobita. Il y a une espèce de nivellement par le bas, par la satire de tous les éléments culturels. Et en fait, le film les monte à peu près tous au même niveau. Moi, je pense pas qu'il y a de culture complicité, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le film. Vraiment pas. Adrien Desnouettes. Non, c'est juste une question de ressenti. C'est-à-dire qu'il y a un effet moi personnellement, j'ai eu un effet un peu repoussant. C'est-à-dire, mais à qui tu t'adresses quand tu prétends faire une satire où tu montres des personnages. Et c'est d'ailleurs la vraie force du film. C'est-à-dire qu'il montre vraiment des scènes documentaires que je trouve très convaincantes. Il invente des personnages que je trouve très convaincants. Il y a vraiment, je nuance, je suis pas en train de dire que le film est mauvais. Au contraire, je pense que c'est un bon film. Oui. Mais ce petit, disons, dépôt d'orgueil d'auteur qui tient bien à être sélectionné à Locarno, à être récompensé à Berlin. Je veux dire, moi personnellement, je trouve qu'on peut vraiment s'en passer. Vous dites vraiment qu'il se dit, je vais faire ça parce qu'on va me repérer dans les médias. Encore heureux qu'on crée pour être regardé. Non, mais pour le festival. Vous citiez tout à l'heure Goethe, dont se revendique l'auteur. L'auteur se revendique de plus que Goethe. Il se revendique de Rivette, tout ça. Et il a cette ambition d'être à la fois du cinéma qui montre et du cinéma qui théorise. Je trouve ça ici un peu lourd. Juste peut-être quand même un mot sur l'interprète qui est incroyable d'Angela, c'est Linka Manolash. On peut aussi citer Ovidiu Pearson qui lui donc joue Ovidiu, mais lui est un comédien amateur. Sur Linka Manolash, Lucille. Oui, en fait, une comédienne de théâtre. J'ai du mal à voir. Oui, ça se sent dans le côté farcesque. En fait, je l'associe complètement à la précédente interprète dont je ne connais pas le nom, mais du précédent film de Radu Jude. Moi, ce qui m'intéresse encore davantage que la qualité de l'acteur, c'est vraiment la création de personnages féminins qui sont quand même assez inédits. Là, pour le coup, je trouve dans le cinéma européen, c'est des personnages énormes. Ils sont totalement. Bon, on va parler de monstres après parce que c'est vraiment la question du jour, je pense. D'objets monstrueux, elle est totalement monstrueuse en fait. C'est-à-dire ce côté même, sa capacité à se filtrer sur TikTok, c'est l'espèce de pointe avancée de sa propre monstruosité physique. Elle est à la fois séduisante et horrible. Elle pète, elle dort, elle crache partout. Elle a son chewing-gum en permanence. Enfin, elle a un truc d'une féminité très très singulière et marginale dans le cinéma. Donc c'est toujours bien de voir ça.
I am here with the Dr. Uwe Boll. And to all our haters, we tell them to fuck off. Yeah, fuck off. Just fuck off. Yeah, and haters. fuck you also. Yeah. N'attendez pas trop de la fin du monde de Radio Jude sur les écrans. Aujourd'hui, Radio Jude que vous entendrez chez Antoine Guillou dans Plan Large samedi à 14h. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et voici Dogman de Luc Besson. You love dogs, huh? More than you love your own family. I do. And Carl takes affection where he can get it. They're my babies. As far as I can tell, they only have one flaw. They trust humans. Si on n'attendait pas trop de la fin du monde, que doit-on attendre du dernier Luc Besson, ou devrais-je dire de Luc Besson tout court? Le réalisateur au succès planétaire, en prise avec la justice pour des affaires de viol, d'inconduite sexuelle et de licenciement discriminatoire, livre un film au synopsis qui tient en une phrase, je cite le dossier de presse, « L'incroyable histoire d'un enfant meurtri par la vie, qui trouvera son salut grâce à l'amour que lui portent ses chiens. » Synopsis qui tient aussi en un titre, son titre, Dogman. Alors à quoi s'attendre? Éclairez-moi, moi qui n'ai pas pu voir ce film, Adrien Desnouettes. Alors éclairez-vous sur le film lui-même Oui, à ou quoi sur ça ce qu'on en a ressemble? pensé? Alors, à quoi ça ressemble? Alors, un petit peu comme le film qu'on vient de présenter de Radio Jude, il y a vraiment un squelette sur lequel viennent s'inscrire des morceaux de chair. Le squelette, c'est une audition par le personnage principal, joué par Caleb Landry Jones, qui est auditionné par une thérapeute. Et à l'occasion de flashback, on revient sur tout ce qui se passe et la raison de sa présence en prison. Et la raison surtout de sa présence monstrueuse, un peu anormale. Donc tout le film n'est qu'un flashback ou c'est entrecoupé de flashbacks? Le film est un flashback. Le film est un flashback okay. Entrecoupé plutôt de cette analyse. Et ce qui est très intéressant dans le synopsis que vous venez de rappeler, c'est-à-dire vous avez mis l'accent sur les mots salut, sauvé par son chien, un enfant qui a une enfance malheureuse, et vous avez insisté d'ailleurs au début en disant est-ce qu'on parle du film ou est-ce qu'on parle de Luc Besson? Je pense que clairement, sans vouloir faire un effet, le film entretient énormément cette confusion, notamment pour les raisons de contexte que l'on connaît, que l'on sait, et je dirais que ça ne contribue pas peu à son ridicule. Ah, carrément. Et bon, alors, Lucille, comment vous allez prendre en charge la description du film d'un point de vue esthétique? Si c'est fait de flashbacks et si ça raconte l'histoire de cet enfant, qui donc devient Dogman, élevé par des chiens rejetés par sa famille. Visuellement, ça ressemble à quoi? Je ne vais pas remercier Adrien pour me laisser cette tâche-là. Donc, en gros, vous pouvez l'aider un peu, Adrien? Non, mais visuellement, c'est un film qui est assez monstrueux. En fait, c'est quand même un peu comme le Radio Jude, c'est-à-dire qu'en effet, il y a plein de bouts qui se raccrochent à ce que vous avez décrit, mais qui en fait n'est pas vraiment l'histoire du film. Enfin, bon, il y a plein d'histoires dans ce film. C'est totalement incohérent d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire qu'il y a certains flashbacks qui rappellent, enfin, je pense qu'ils pointent vers un certain cinéma américain social, naturaliste, décrivant une société white trash. Donc, le gamin en question est maltraité par ses parents dans une espèce de mobil-home. Voilà, on reconnaît un truc d'Amérique profonde. Bon, ça c'est vraiment le pire, je pense, c'est le plus catastrophique du film. Donc le début part mal. Alors ça part très très mal. D'ailleurs, ça commence par une citation de Lamartine après Goethe. Enfin, c'est vraiment ça, c'est catastrophique. Et puis il y a des passages qui ressortissent plutôt du conte parce qu'en fait, il y a tellement l'espace-temps dans lequel tout ça se situe est tellement abstrait, c'est-à-dire que cette Amérique-là, elle est tellement déréalisée par les réflexes esthétiques qui sont totalement nuls, qu'on ne sait jamais vraiment où ça se situe. Bon, c'est là que ça m'intéresse un tout petit peu plus. Il y a un petit côté Disney avec ces histoires de chiens, parce que parfois c'est vraiment filmé un peu comme un dessin, un peu comme Beethoven, quand les chiens sont mignons et qu'on les suit, et que voilà, ils vont voler des colliers. Enfin, c'est rigolo, quoi. Et puis il y a le côté thriller de série B, puisque en effet il y a quand même une structure thriller, le personnage étant condamné, on apprendra emprisonné en tout cas, on apprendra pourquoi. Voilà, donc tout ça est totalement incohérent d'un point de vue narratif parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait qu'un flashback, mais en fait il n'y a pas qu'un flashback. Il y a aussi des passages sur la psy qui ne servent strictement à rien d'un point de vue narratif. Presque, on se demande en termes de montage et de production ce qui s'est passé parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont laissés en l'air et qui ne servent absolument à rien. Ils ont filmé, ils voulaient à tout prix mettre les bouts. Mais en fait, de ce point de vue-là, c'est presque intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, Luc Besson, on pourrait s'attendre au film du salut, le film hyper tendu vers l'image finale, qui est une image clairement christique et potentiellement auto-attribuée. Mais en fait, tout dans le film dément cette trajectoire-là, tellement c'est monstrueux, tellement c'est bizarre, tellement il y a des passages que je trouve, moi,
pas du tout ridicule, mais même assez sublime. On y reviendra peut-être. Donnez-nous un exemple. En fait, il se trouve qu'il y a un autre film dans le film qui est le film de la trajectoire artistique de ce personnage, qui est donc en effet interprété par Caleb Landry Jones, que je trouve assez bon dans le genre acteur américain qui réussit à se transformer, à devenir monstrueux. Il a un côté queer, c'est-à-dire qu'il est habillé un peu en drag queen et il est handicapé. Et il se trouve que dans les multiples flashbacks, à un moment, il se retrouve à chercher du boulot et il en trouve dans un cabaret où il fait du lip sync, c'est-à-dire qu'il imite une chanteuse sur scène. En l'occurrence, il y a toute une séquence entière sur je sais plus quelle chanson, La Foule de Piaf. Et ce moment-là, moi, je le trouve assez dingue, en fait. Je le trouve assez beau, il m'a chopé, mais vraiment, à tel point que toute la monstruosité du film, à rebours, je l'ai comprise différemment. Donc je condamne pas, je jette pas tout aux orties dans ce film de Luc Besson. Je le trouve assez touchant, à des endroits bizarres, un peu troubles, mais les endroits bizarres, néanmoins. Mais les endroits bizarres dont vous parlez, Lucie, ils sont pas vraiment maîtrisés, c'est-à-dire mais ça, je sais pas, moi je m'en fiche. Moi je regarde le film, que ce soit maîtrisé ou pas, que ce soit l'intention de l'auteur, à la limite, c'est pas tellement ma question. Je trouve juste que. Mais ce qui est complètement différent pour le coup du Radu Jude, où là, en fait, ça s'inscrit dans une filmographie, dans une pensée. Mais là, clairement, il n'y a pas à quelque chose. Il n'y a pas un projet esthético-politique qui aboutit à la thématisation de la monstruosité. En fait, elle n'est pas thématisée. C'est moi qui la vois. Mais voilà. Mais indépendamment de l'envie, de l'intention de Luc Besson. Probablement. Adrien Desnouettes. Il y a un projet esthético apitoyé et moraliste qui a toujours été celui du cinéma de Luc Besson, qui, comme le disait Lucie tout à l'heure, va à la fois chasser sur les terres du cinéma américain comme il l'a toujours fait, et en même temps, c'est ce qui est selon moi le plus dérangeant, et vraiment on atteint des sommets de dérangement, d'embarras dans ce film-là, c'est qu'il va à la fois chasser sur ce terrain-là, le cinéma américain duquel il s'inspire, et du film pour enfants. N'oublions pas que Luc Besson a quand même la particularité d'être un cinéaste qui avait la réputation, à raison, d'être un réalisateur de thrillers à gros flingues dans les années 90, fin 80, et qui est ensuite passé à du cinéma enfantin. Ce qui était en fait l'essence de son cinéma. Vous parlez par exemple du Grand Bleu. Du Grand Bleu, de Nikita, de Léon, évidemment. Un cinéma qui était notamment parfois pointé du doigt pour sa violence gratuite qui est évidemment ici encore une fois justifiée. Je veux dire, tout le film consiste à justifier la violence gratuite du personnage. C'est-à-dire que on va justifier par ce que décrivait très bien Lucille, une enfance maltraitée, un passé très très gratiné. Vraiment, Luc Besson a cette tendance à l'hyper-lourdeur très assumée, très maîtrisée aussi, où vraiment tout ça va venir justifier des explosions de violence jubilatoires et très gratuites. Le problème, et c'est là où ça me dérange, c'est que en fait, le fond du cinéma de Luc Besson a toujours été enfantin. Luc Besson, vous le disiez avec Beethoven. Mais en quoi ce sera un problème de faire un cinéma enfantin ? Non, ça n'est absolument pas un problème de faire un cinéma enfantin quand on fait Arthur et les Minimoys ou quand on fait Valérian. Le problème, c'est quand on a cette espèce de coexistence entre des explosions de violence extrêmement brutes et qu'on rejette le ciel, l'espèce de complexité que supposerait, disons, un traitement plus adulte des histoires. Pour moi, Luc Besson, c'est un cinéaste. Et le film le rappelle, c'est un cinéaste qui vient vraiment de l'horizon des années 80, c'est-à-dire un moment où on a rejeté la décennie précédente avec tout ce qui savait être complexe, toute cette dimension introspective, et on a fait péter les voyants de tout ce qu'il y avait de très visuel, de très mis en scène. Et pour moi, c'est extrêmement vide, et le film vient rappeler à quel point Luc Besson ne maîtrise pas, je dirais, l'aspect profondément dérangeant. Assume pas en fait ce côté dérangeant. S'il l'assume. Mais c'est ça qui est dérangeant. En fait, il ne le voit pas. Moi, je pense que, je ne vais pas parler de la psychologie de Luc Besson, mais je trouve que la forme du film nous dit, il y a une naïveté, mais immense. C'est-à-dire que ce que vous dites, l'esprit enfantin, c'est aussi une manière de mettre en scène. Il y a une très grande naïveté dans le projet, qu'on voit un peu partout. C'est-à-dire, par exemple, dans l'utilisation des chiens, c'est évident que c'est extrêmement naïf. Mais ça rend l'objet, je parle de l'objet, ça rend l'objet touchant, précisément parce qu'il y a une espèce d'inconscience de soi, et de dérégulation de ses moyens cinématographiques. Vous êtes presque touché, c'est-à-dire par ton naïveté. Ah oui, tout à fait. Et en fait, le personnage, il est aussi un peu comme ça. Vous dites c'est un personnage très violent, dont on justifie la violence. Il n'est pas si violent que ça. En fait, c'est un personnage qui est très seul. Bon, voilà. Il est très seul et il est surtout très immobile. C'est-à-dire, il est immobilisé par son handicap, parce que donc il a plus l'usage de ses jambes. S'il se met debout, il meurt. Parce que, bon, voilà. Il est tout le temps dans des lieux fermés. Oui, il est tout le temps dans des lieux fermés. Il est en prison. Quand il est gamin, il est dans une cage. Voilà, il est dans une cage. Il est dans cette espèce de lieu qu'il a investi avec ses chiens, qui est entièrement fermé. Donc, il y a très peu. En fait, il y a très peu d'extérieur dans ce film. Il y a très peu de hors-champ. Tout est complètement bouclé. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui est tout seul, qui fait son film tout seul, sans référentiel. Ça ne dit rien du monde. Ça ne dit rien de grand-chose. Mais
il y a un truc qui est assez fascinant dans ce truc-là. Dans ce non-dit de l'extérieur. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris et que vous allez peut-être m'expliquer. On a compris l'histoire de l'enfance, on a compris l'histoire du personnage qui donc a grandi, toujours accompagné par ses chiens, qui cherche du travail, qui va dans ses cabarets. Elle est où la violence? Qu'est-ce qui se passe dans l'intrigue pour qu'il y ait de la violence? Ah non, la violence est dans des scènes. La violence est dans... En fait, on est face à un revenge movie, clairement. C'est-à-dire un revenge movie qui fonctionne un peu par l'explication, ou plutôt la justification psychologique de ce qui se passe. On est, si vous voulez, la grande référence, ce que je disais tout à l'heure, Luc Besson va toujours chercher des références dans le cinéma américain. La grande référence de ce film-là, c'est le Joker de Todd Phillips, vous savez, de 2019, où on avait un personnage... Avec Joaquin Phoenix et Caleb Landry Jones. Alors désolé, pardon si certains ont été touchés, mais Caleb Landry Jones, c'est vraiment dans une espèce de mimétisme, je suis pas d'accord. Over the top, extrêmement exagéré, qui ferait passer presque Ace Ventura pour un modèle de retenue. Il est pas très queer, le Joker. Lucille. Bah si, il est assez queer, le Joker. Ah ouais, non, mais là, il est pas queer par ailleurs. C'est pas vraiment la question. Alors là, pour le coup, à mon avis, c'est un écueil, et puis il faut pas trop se la poser parce que sinon ça craint. Mais en l'occurrence, moi, je trouve que on est presque dans un truc archaïque. On est avant le Joker, parce que le Joker, c'est le film indépendant américain. Si on pense à Luc Besson et à toutes les références, on a l'impression qu'il est resté bloqué à la fin des années 80, début 80. Ah, mais totalement. Son cinéma n'a jamais évolué. Alors allez-y, Lucie. Moi, je crois qu'il y a un truc romanesque qui est d'avant. Moi, il m'a pas tant fait penser au Joker qu'à des personnages de Victor Hugo, je vais pontifier légèrement, mais genre Gwynplaine, l'homme qui rit, des personnages d'avant le cinéma indépendant américain, et qui ont un truc monstrueux, beaucoup plus gênant que le Joker, qui est un pur produit hollywoodien, qui ne gêne absolument personne. Donc, ce film-là était totalement inoffensif. Je trouve son Joker, si on veut absolument pousser à la comparaison, à lui, à Besson, beaucoup plus dérangeant, précisément parce qu'il fouille dans un truc archaïque, qui est probablement le sien, j'entends bien, et qui est dérangeant, mais qui est plus intéressant. Merci beaucoup, Dogman de Luc Besson. C'est aujourd'hui en salle. On aura cité Hugo. À propos de Luc Besson, c'est cool. Merci à tous les deux. Lucille Comon vous écoute tous les matins à 8h55 dans la matinale sur France Culture. C'est votre chronique Le Regard Culturel. Adrien Desnouettes, vos 2 documentaires sur Jim Carrey et Brad Pitt seront diffusés à la Cinémathèque le 5 octobre, précédés d'une conférence sur votre usage des archives. Et vous retrouverez toutes les références sur le site de France Culture, à la page de l'émission Les Midis de Culture ou sur l'application Radio France.